Mon intervention va porter sur les compétences à s'orienter. Mais pour commencer, je dois faire un détour par mon parcours professionnel. N'y voyez pas une forme d'égocentrisme, ce n'est pas du tout l'objet de mon propos. C'est juste que si je n'explique pas d'où je viens, on ne peut pas comprendre le rapport que j'entretiens avec le concept de compétence. Nous avons tous, vous et moi, des parcours différents, et nous avons tous des expériences qui marque notre pratique professionnelle. Celle-ci a marqué mon rapport aux compétences. J'ai débuté comme psychologue du travail à l'AFPA, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. À cette époque, en 2000, mon activité principale, c'est la construction de parcours de formation. Je fais des bilans de compétences, de la GPEC, de l'accompagnement VAE, mais le plus gros de mon activité, c'est la construction de parcours de formation. À ce titre, je fais beaucoup de positionnement, c'est-à-dire que j'évalue les prérequis pour entrer en formation, notamment avec des tests psychométriques. Aptitude visio-spatiale, facteur G, raisonnement en tout genre, etc. Et puis, il y a cette spécificité de l'AFPA, les questionnaires dits de pré-ECAP. Les ECAP, évaluation des compétences et acquis professionnels, sont réalisés par un formateur. C'est lorsqu'une personne a des acquis dans le métier qu'elle souhaite apprendre, le formateur va faire avec elle une écape pour évaluer de manière précise les acquis et ensuite raccourcir le parcours de formation. Mais une écape, c'est assez long et on ne peut pas mobiliser le formateur une demi-journée pour tous les candidats. C'est là qu'intervient le psychologue du travail. Il va faire ce que l'on appelle une pré-écape, c'est-à-dire un premier niveau d'évaluation des acquis pour déclencher ou pas une écape chez le formateur. Moi, je suis psychologue du travail, je ne sais pas utiliser un questionnaire si moi-même je ne comprends pas le contenu des questions. Donc, j'en discute beaucoup avec les formateurs pour bien comprendre ce que mesure cette pré-écape. Je veux comprendre toute cette terminologie d'activité professionnelle. Je les rencontre régulièrement, je parle compétences professionnelles avec eux. Ainsi, vous comprenez que le mot compétence, le concept de compétence, c'est mon quotidien de travail. Il ne se passe pas une journée sans que je ne parle compétences avec des formateurs professionnels. L'image est importante pour moi, j'ai besoin de me représenter visuellement les choses. C'est pour cela que je vous partage euh, les images de mon environnement de psychologue du travail de l'époque. Ça, c'est le centre de formation où je travaillais. En haut à gauche, vous avez le SOP du centre AFPA, le service d'orientation professionnelle. C'est là où l'on trouve les bureaux des psychologues. À cette époque, on était 3 psychologues. La photo en haut à droite, c'est la salle où on réalise les testings individuels, collectifs et les fameuses ECAP. Et en dessous, ce sont les ateliers. À l'AFPA, il n'y a pas de salle de classe. Il n'y a que des ateliers, que l'on appelle d'ailleurs des plateaux techniques. Les ateliers sont juste en face du bâtiment où se trouve le SOP. Il y a des formateurs qui préfèrent rencontrer directement les candidats. Il m'arrive donc régulièrement de sortir du bureau et avec le candidat d'aller dans les ateliers. Là, le formateur va engager un entretien avec le candidat et moi j'écoute. Tous les deux sont en train de parler entre professionnels. Ils parlent activité professionnelle, de compétences. Encore une occasion d'écouter parler compétences, activité professionnelle. Là, pour que vous ayez bien en tête mon univers, mon quotidien de travail, je vous ai mis quelques photos. Ce sont des photos personnelles que j'ai faites dans les ateliers. Ce ne sont pas des photos de communication qu'on trouve dans un catalogue de formation, ce sont mes photos personnelles. Vous avez un soudeur qui réalise un cordon de soudure, vous avez des stagiaires électriciens du bâtiment qui sont en train de câbler une armoire, au milieu, un menuisier qui fait un ajustement, on le voit avec sa cale à poncer. En haut à droite, vous avez le maçon, il est en train de monter un mur droit avec crépi. En dessous, vous avez un professionnel qui est en train de tourner une pièce. Maintenant, vous avez les images de mon univers de travail dans votre tête. Tous les jours, je parle compétences.
je parle activité professionnelle, je parle soudeur, je parle électricien du bâtiment, je parle menuiserie, maçon, tourneur. C'est ce qui rythme mes journées de travail. Ensuite, je suis recruté à la direction de l'ingénierie, DI, de l'AFPA, comme ingénieur de formation. À cette époque, quand vous arrivez à la DI, vous bénéficiez d'un parcours d'intégration. Une semaine de formation dans chacun des 4 départements sectoriels de l'AFPA. DS BTP à Toulouse, DS Industrie à Lyon, DS tertiaire de Neuilly-sur-Marne et à l'INOIP, l'Institut national de l'orientation et de l'insertion professionnelle, qui était mon département sectoriel. Et là, je m'en souviendrai toute ma vie. La première heure du premier jour de la première semaine de formation à Toulouse, le formateur nous dit « Une compétence, c'est tout sauf un processus psychologique ». Autant vous dire que le cœur de métier de l'ingénieur de formation à l'AFPA, c'est la compétence. En effet, l'objet de la DI, c'est l'ingénierie de certification des TP, les titres professionnels du ministère chargé de l'emploi, c'est-à-dire la conception et la rédaction de tous les référentiels de certification, de positionnement, de formation, et le plus connu, le REAC, le référentiel emploi, activité, compétences. J'ai donc retenu de cet objet avec lequel j'allais beaucoup travailler, une compétence, c'est tout sauf un processus psychologique. En fait, je vous partage mes 3 points de repère d'ingénieur de formation de l'AFPA sur cette question des compétences. Voici le deuxième. Une compétence, ça s'acquiert et ça se développe. Par exemple, aujourd'hui, vous me mettez aux commandes d'un avion. Il est très clair que nous allons vérifier la loi de la gravitation universelle. Assez vite, l'aéronef va terminer sa course dans le pommier à Newton. Maintenant, si je prends des cours de pilotage, après environ 45 heures, je vais décrocher ma licence de pilote privé et je serai capable de décoller, voler et atterrir. J'aurai acquis la compétence piloter un avion. Du moins, le premier niveau, celui de piloter un petit avion de tourisme. Si je continue à prendre des heures de formation, à faire du simulateur de vol, à aller vers des avions de plus en plus complexes, eh bien, in fine, je pourrais devenir un expert de la compétence et piloter un Airbus. Donc, au départ, je n'ai pas la compétence, mais je peux l'acquérir. Et ensuite, je peux la développer jusqu'au niveau expert. Le troisième, une compétence, ça se formalise. Un verbe d'action, plus un objet, plus un contexte. Voilà pour mon univers, et pendant toutes les années où je serai à l'AFPA, en tant que psychologue du travail, puis à la direction de l'ingénierie, tous les jours je vais parler compétences. C'est tout cet univers que je souhaitais partager avec vous pour vous montrer mon rapport à la compétence et comment je baigne dans l'usage du concept de compétence depuis de nombreuses années. Et un jour, je vois apparaître cette notion de compétence à s'orienter. Instinctivement, spontanément, je vais vers le mot compétence. Mais je me rends compte, en discutant avec des psychologues, des conseillers en orientation, des universitaires, qu'ils expriment, eux, un tropisme vers à s'orienter. C'est un ouvrage qui va confirmer mon constat. Les compétences à s'orienter, écrite par Bangali en 2021. C'est le premier ouvrage qui porte le titre éponyme et dans lequel on ne trouve aucune formalisation de compétences. On a donc 2 clés d'entrée complètement différentes. J'ai tellement baigné dans le concept de compétence et d'usage de la compétence que je suis allé spontanément vers ma clé d'entrée, compétence. Et eux sont tellement experts de l'orientation qu'ils vont spontanément vers leur clé d'entrée à s'orienter. Quand on a 2 clés d'entrée différentes, on aborde le sujet de manière très différente. Moi, je prends le terme d'entrée compétence et je suis dans cette approche compétence. Celle que j'ai en tête à l'époque, c'est Guy Le Botterf. Agir avec compétence, c'est savoir faire, pouvoir faire, vouloir faire. Mais quand on prend la clé d'entrée à s'orienter,
l'approche est tout autre. On est sur une approche processus d'orientation, avec par exemple le modèle proposé par Savikas ou encore Guichard, avec une clé d'entrée à s'orienter. On est sur la maturité vocationnelle, le sentiment d'efficacité personnelle, on est sur tout ça, c'est-à-dire sur des processus psychologiques, c'est-à-dire tout ce que n'est pas une compétence, selon ma formation, à la direction de l'ingénierie de l'AFPA. Avec ma clé d'entrée compétences, je vais maintenant dérouler la méthode de l'ingénierie de certification. Je suis à la recherche de références théoriques qui préciseraient un peu ce concept de compétence à s'orienter. Dans mes lectures, je me souviens de Sylvie Boursier. Elle a écrit, au début des années 90, un livre qui s'intitule « L'orientation a-t-elle un sens ?» Dans cet ouvrage, elle écrit, je cite, « Développer une psychopédagogie du projet, c'est aussi viser chez le sujet qui s'oriente le développement d'une compétence de savoir-faire spécifique. » Page 69-70. Voilà pour moi le point de départ de cette notion de s'orienter pour les compétences. Avec ce point de départ, je vais appliquer la méthodologie de la direction de l'ingénierie de l'AFPA. La méthode de l'ingénieur de formation est assez simple. 1. Constituer une équipe d'ingénieurs. 2. Faire des analyses de poste pour le métier concerné dans différentes entreprises. 3. Se mettre autour de la table et partager les analyses de poste. 4. Identifier les activités communes à toutes les analyses de poste, les activités cœur de métier. 5. Mettre de côté les activités connexes qui sont propres à chaque entreprise. 6. S'accorder sur le cœur du métier, les compétences partagées, peu importe l'entreprise. Et enfin 7. Rédiger le référentiel emploi activité compétences, le fameux REAC, avec ses compétences cœur de métier. Eh bien, j'ai appliqué exactement la même méthode aux compétences à s'orienter. J'ai analysé la documentation, la circulaire de 1996 pour le collège, puis celle du lycée, qui parle des compétences à s'orienter, la recommandation de l'Union européenne sur l'orientation tout au long de la vie de 2008, qui en parle également, les travaux de ELGPN de 2013, c'est le réseau européen d'orientation tout au long de la vie. Dans tous ces documents, il n'y a pas de divergence. Le périmètre des compétences à s'orienter, c'est la connaissance de soi, du marché de l'emploi, des formations et des diplômes. Ensuite, j'invite à venir autour de la table différents professionnels de l'orientation, et puis ensemble, on se met d'accord, comme les ingénieurs de formation, sur les activités principales qui permettent de couvrir le périmètre de l'orientation. Puis on rédige le référentiel des 8 compétences à s'orienter. C'est exactement la démarche de l'ingénierie de formation de l'AFPA. Donc voici le référentiel des 8 compétences à s'orienter. Attention, hein, il s'agit d'activités que les actifs doivent apprendre à réaliser pour savoir les mettre en œuvre en toute autonomie. Il ne s'agit pas de réfléchir au projet d'orientation. Sinon, on se trouve dans le processus d'orientation et l'on n'est plus sur les compétences. Par exemple, pour la compétence, chercher de l'information sur le marché du travail et de la formation. Il s'agit de créer une séquence d'apprentissage, comme pourrait le faire la documentaliste du CDI, qui apprend à chercher de la formation et à qualifier cette information. Puis, mettre en réflexivité avec des questions du type « Comment avez-vous fait pour trouver l'information ?» Est-ce que vous avez facilement trouvé cette information? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour cette recherche? Comment avez-vous fait pour dépasser cette difficulté? Est-ce que cette information vous semble fiable? Comment vous assurez-vous que cette information est fiable? Etc. Vous voyez que la mise en réflexivité porte sur l'acquisition de la compétence et pas du tout sur le processus d'orientation avec des questions du style « Est-ce que le salaire moyen que vous avez trouvé correspond à vos aspirations ?»
Vous sentez la différence? C'est extrêmement simple, c'est basique, c'est pragmatique, c'est opérationnel et on peut très facilement mettre en place des séquences d'apprentissage pour acquérir cette compétence et les 7 autres. J'ai 8 compétences. Je sais faire des séquences d'apprentissage pour acquérir ces compétences. J'ai les indicateurs des différents paliers de niveau de maîtrise. Je peux maintenant fabriquer un outil de type ECAP, évaluation des compétences et acquis des compétences à s'orienter. J'ai conçu le questionnaire Savorian, qui est un questionnaire de positionnement. Ce n'est pas un test psychométrique, c'est bien un questionnaire de positionnement sur chacune des 8 compétences. Les personnes vont s'auto-positionner sur ce qu'elles savent faire, avec des questions qui se réfèrent à l'approche de Guy Le Boterf. Des questions sur le savoir, le pouvoir et le vouloir liés à chaque compétence. Cet EKO produit une fiche de synthèse dont vous voyez un extrait sur les 4 premières compétences. C'est un positionnement d'une personne sur le niveau de maîtrise des 8 compétences à s'orienter. Pour mettre en œuvre et adapter son plan d'action, le savoir-faire est faible. L'engagement dans l'action est élevé et la possibilité de faire est faible. Avec une synthèse comme celle-ci, on peut individualiser le parcours de formation, c'est-à-dire que l'on peut prioriser des séquences d'apprentissage sur les contenus où l'évaluation est faible. En bas du slide, je vous propose un éclairage sur ma posture par rapport à ces compétences à s'orienter. J'entends souvent, et vous l'avez peut-être déjà entendu, lui, il a les codes. Sous-entendu, c'est un jeune de milieu favorisé. C'est un enfant de cadre. Mieux, un enfant d'enseignant. Et à la maison, on parle filière de formation, diplôme, métier, école, université, etc. Et puis le jeune de milieu défavorisé, lui, il n'a pas les codes. Donc, lui, il a beaucoup plus de mal à naviguer dans les systèmes de formation, de métier, d'insertion professionnelle, etc. Quand je vais sur le développement des 8 compétences à s'orienter, je donne les codes à ceux qui ne les ont pas. C'est ma posture, mon intention. Je développe les compétences à s'orienter pour donner les codes à celles et ceux qui ne les ont pas. Et j'irai même un peu plus loin pour le jeune de milieu favorisé. Quand on dit « il a les codes », c'est vrai qu'il les a, mais il ne les a pas forcément conscientisés. Donc quand je vais aborder les compétences à s'orienter avec lui, je vais l'amener à conscientiser ce qu'il sait. C'est ça l'intérêt des 8 compétences à s'orienter. On n'est pas sûr de la philosophie, de métacognition, de l'interprétation des rêves de Freud. On donne les basiques, les fondamentaux des compétences pour commencer à réfléchir par soi-même à son orientation. Le socle qui devrait être partagé par tous. Sur cet écran, j'ai fait une extraction à fin mars 2025 de toutes les évaluations disponibles dans la base de données. Il y a 6640 évaluations. Vous avez toutes les caractéristiques de la population. Par exemple, on voit que l'on a 57% de femmes et 42% d'hommes. C'est à peu près équilibré. Par contre, 8% seulement sont en emploi et 91% sont des demandeurs d'emploi. Sur le graphique que vous voyez au milieu, 22% ont un niveau de maîtrise élevé de la compétence, que je considère comme la plus emblématique des 8 compétences, chercher de l'information sur le marché du travail et de la formation. On constate que 11% a un niveau de maîtrise moyen et 66% un niveau de maîtrise faible. Faible et moyen, on va pouvoir les mettre ensemble. Donc vous voyez qu'une grande partie de la population a un niveau de maîtrise de cette compétence qui reste faible. Je n'ai mis qu'une seule compétence, mais les 7 autres présentent des résultats très similaires. La maîtrise des 8 compétences à s'orienter, c'est pour tout le monde. Ces 8 compétences s'adressent aussi bien aux personnes qui ont un faible niveau de qualification qu'aux personnes qui ont un très haut niveau de qualification. On est sur le socle, la base pragmatique
et opérationnelle. Sur ce slide, je fais un autre exercice avec ma base de données. J'ai toujours les 6640 évaluations. Je vais regarder année par année ce qui se passe. J'ai 2021, 22, 23, 24 et début 2025. Qu'est-ce que l'on observe? C'est l'encéphalogramme plat. Et le niveau de maîtrise faible concerne une grande partie de la population. On est quasiment sur 80%. Ça veut dire que malgré la mise en œuvre du CEP il y a 10 ans, le Conseil en évolution professionnelle n'atteint pas son objectif de développer les compétences à s'orienter. Le professionnel qui délivre le CEP reçoit un cahier des charges qui lui demande de développer les compétences à s'orienter des actifs. Ça fait maintenant 10 ans qu'il est en place. Et est-ce que l'on voit une évolution? Est-ce que l'on voit que globalement dans la population, le niveau de maîtrise des compétences à s'orienter augmente? Malheureusement, on ne peut que faire le constat que non. Regardez, c'est tout plat. Pour mémoire, le CEP, c'est Mission Locale, Cap Emploi, APEC, France Travail, et depuis 2020, tous les opérateurs privés régionaux. C'est un nombre d'accompagnements absolument considérable. Tous les jours, au moment où on se parle, il y a des milliers de personnes qui sont en CEP. Est-ce que tout ça a un impact, un effet sur le niveau de maîtrise des compétences à s'orienter? Manifestement, non. Alors je mets plein de guillemets car ma méthode statistique est hautement critiquable. Il faudrait être beaucoup plus précis, il faudrait suivre des cohortes, il faudrait qualifier la nature de l'accompagnement, etc. D'accord. Mais néanmoins, avec un panel représentatif de la population française, on n'observe pas de montée en compétences. Ça interpelle. On a le référentiel des 8 compétences à s'orienter. On a des compétences simples, basiques, opérationnelles, pour lesquelles il est assez facile de mettre en place des formations. Mais le constat que l'on fait, avec l'outil d'évaluation du niveau de maîtrise des compétences à s'orienter, c'est qu'il y a une petite partie de la population qui a les codes, et qu'il ne se passe rien pour la très grande majorité restante. Maintenant, je vais vous parler de 2 dispositifs dans lesquels j'interviens et qui se donnent justement pour objectif de développer les compétences à s'orienter. Le premier projet, c'est Scale. C'est un consortium de 2 universités, Lyon 1 et Lyon 2, et d'une entreprise Job Teaser. Vous demandez à un bon moteur de recherche et vous allez découvrir que Job Teaser, c'est une plateforme en ligne avec des modules de formation, de l'accompagnement, des offres d'emploi, etc. Et le second projet, c'est la start-up d'État Diagoriant. C'est également une plateforme en ligne. Mais vous verrez que c'est bien plus que cela. Depuis une dizaine d'années, les plateformes en ligne qui prétendent révolutionner l'orientation poussent comme des champignons. Mais force est de constater que la révolution, on l'attend encore. Bref, si j'ai accepté de collaborer avec Diagoriant, c'est parce que justement, la philosophie du projet n'a rien à voir avec toutes ces plateformes. Diagoriant sort du lot, car derrière la plateforme, il y a une équipe pédagogique. Ce sont des professionnels qui conçoivent des méthodes et des outils en orientation. Leur objectif, c'est de former les professionnels de l'orientation à l'accompagnement. Cette équipe pédagogique forme des conseillers de mission locale, de France Travail, des enseignants, notamment de lycée, pour que tous ces professionnels accompagnent leur public. La plateforme et ses contenus sont au service des professionnels et pas l'inverse. C'est une philosophie à laquelle j'adhère complètement. Regardez bien l'encadré au milieu du slide. C'est une capture écran du communiqué de presse. Lisez bien le développement d'une formation à l'orientation professionnelle. Vous avez entendu la sémantique? Formation d'orientation professionnelle. Il ne s'agit pas d'accompagnement au projet, de travail sur le projet professionnel. Il s'agit bien de formation d'orientation professionnelle. Il s'agit de former les étudiants
à l'orientation professionnelle. Et l'État a investi 4,3 millions d'euros. C'est pas un projet anodin. Il y a une première phase d'expérimentation avec 1500 étudiants. Ça a commencé en janvier 2023 avec 42 groupes de deuxième année de licence et 11 intervenants pour les enseignements en présentiel. Les étudiants ont suivi le dispositif avec des modules de formation en présentiel à l'université, mais également en distanciel sur la plateforme JobTeaser. L'objectif, c'est de développer les compétences à s'orienter. Il y a une chercheuse dont l'objectif est de mesurer l'impact effectif du dispositif sur l'acquisition des compétences à s'orienter. Madina, qui est présente dans la salle aujourd'hui, prend son clavier. Comment évaluer le niveau de maîtrise des compétences à s'orienter? Point d'interrogation, Google. Et le moteur de recherche lui affiche mon outil des KO, Savorian. Et elle me contacte, et c'est comme cela que j'arrive sur le projet. De mon côté, je trouve cette approche très intéressante, car ce sont des chercheurs en sciences de l'éducation. Ce ne sont pas des psychologues de l'orientation. Donc ça pique ma curiosité parce que ce sont des experts de l'acquisition des compétences. Je travaille donc avec Madina et on construit un outil de positionnement aligné avec les objectifs de la formation Scale et en reprenant une partie de mon Savorian. Elle a donc construit un outil d'évaluation du niveau de maîtrise des compétences à s'orienter qu'elle applique aux étudiants en amont du dispositif, c'est le T0, et qu'elle applique aux mêmes étudiants à T1 à la sortie du dispositif. Et elle regarde si le dispositif permet effectivement de développer le niveau de maîtrise. Je ne vous donne pas de résultats car ils seront présentés à l'occasion du symposium que nous organisons le 9 septembre 2025 à Lyon 2. Diagoriante s'est intéressé à ma proposition d'accompagnement EPCR, l'entretien de partage collaboratif des résultats. Avec l'équipe pédagogique, on a imaginé une déclinaison collective de la méthode. Cette version collective de la méthode a été conçue pour des enseignants de lycée et testée avec eux. Cette nouvelle version se présente sous forme de 3 ateliers en classe de 45 minutes, animés par un enseignant après qu'il ait été formé par l'équipe pédagogique de Diagoriante. Sur la gauche du slide, je vous ai mis le déroulé dans les grandes lignes des 3 séquences. Sur les photos, c'est Nicolas, psychologue du travail de Diagoriante, qui teste une adaptation de cet atelier sur un forum de l'orientation. On le voit former les jeunes à la compétence à s'orienter, trouver des pistes de métiers diversifiées. Il les accompagne dans la découverte de leur profil RIASEC. Il les forme au concept d'activité professionnelle, verbe d'action, objet, contexte. Il leur apprend à catégoriser une activité en R, I, A, S, E ou C. Les feuilles qui sont sur la table présentent des listes de verbes d'action catégorisés en RIASEC. Avec cette compétence à s'orienter qu'ils viennent d'acquérir, les jeunes vont pouvoir aller interviewer les entreprises présentes sur le forum. Ils vont parler activité professionnelle, compétences, et ils vont comprendre les métiers et les activités au regard de leur propre profil d'intérêt. Ici, on est bien sûr de l'acquisition de compétences à s'orienter, car on ne se contente pas de faire passer le test RIASEC et de le restituer. On forme les jeunes au concept d'activité professionnelle, de catégorisation des activités en RIASEC, et on termine par une séquence de formation à l'usage du RIASEC dans la vie quotidienne. Par exemple, comment j'observe avec le filtre RIASEC les activités des professionnels que je croise au supermarché, à la banque, dans un magasin, sur un chantier du BTP, etc. Ou encore, quand je veux faire un stage en entreprise, un stage de 3e par exemple. Voilà comment on développe une compétence à s'orienter avec des séquences formatives chez Diagoriante. Nous voilà arrivés au terme de ma proposition méthodologique d'opérationnalisation des compétences à s'orienter. Je vous propose de résumer l'essentiel à retenir. 1. Une compétence à s'orienter, c'est tout sauf un processus psychologique. Ce n'est pas le processus d'orientation.
2. Une compétence à s'orienter, ça s'acquiert et ça se développe par des séquences d'apprentissage. 3. Une compétence, ça se formalise. Verbe d'action, objet, contexte. Le périmètre des compétences à s'orienter, c'est la circulaire de l'Éducation nationale de 1996, c'est la recommandation européenne de 2008 sur l'OTLV, l'orientation tout au long de la vie, c'est la définition de ELGPN, et c'est toujours la même chose, la connaissance de soi, la connaissance des formations et des diplômes, la connaissance du marché du travail et de l'emploi. Le référentiel des compétences à s'orienter, ce sont les 8 compétences, puis surtout, il y a un point très important. Sans séquence d'apprentissage, il ne peut pas y avoir acquisition des compétences à s'orienter. Et pour terminer un point qui me semble fondamental, on est tous d'accord pour parler d'OTLV, orientation tout au long de la vie, donc les 8 compétences sont valables pour tout le monde. Collégiens, lycéens, étudiants, jeunes actifs, seniors, l'orientation tout au long de la vie, c'est forcément les mêmes compétences à s'orienter pour tout le monde tout au long de la vie. Je vous propose de terminer avec un schéma dans lequel on comprend que les compétences à s'orienter, ce n'est pas le processus d'orientation. L'orientation ou l'accompagnement au projet professionnel, c'est autre chose. C'est ce processus complexe qui vient s'appuyer sur la maîtrise des 8 compétences à s'orienter. Les 8 compétences, c'est le socle de base. C'est mettre à niveau toutes les personnes sur ce fameux « il a les codes ». Quand je développe les compétences à s'orienter des personnes qui viennent me voir, je leur donne les clés de lecture de leur environnement professionnel. Leur donner ces clés de lecture, c'est déjà leur permettre d'entrer dans la sérendipité. Vous savez, la sérendipité, c'est Gutenberg qui se balade dans les vignes. Il voit les vignerons avec leur pressoir à raisin et il a un insight. Il a l'idée de la presse. Il vient d'inventer l'imprimerie. Maîtriser les 8 compétences à s'orienter, c'est exactement cela. C'est permettre à une personne de lire son environnement et de détecter les signaux faibles. Savoir percevoir les signaux faibles, c'est faire comme Gutenberg. C'est la sérendipité qui éclaire ces signaux sous la lumière d'opportunités d'évolution. Et je vous donne une sorte d'outil mnémotechnique. Si je parle d'un truc, entre guillemets, que je ne sais pas faire acquérir, alors il y a de fortes chances que ce truc ne soit pas une compétence. Idem pour le développement. Si je ne peux pas développer le niveau de maîtrise de débutant à expert, ce n'est pas une compétence. Exemple. S'autoriser à rêver. Je ne sais pas comment faire acquérir l'autorisation de rêver. Je ne sais pas créer de séquence d'apprentissage à l'autorisation de rêver. Et je ne sais pas non plus évaluer une autorisation de rêver au niveau débutant ou au niveau expert.